L'attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin en japonais, fait partie des titres de lancement du magazine mensuel Besatsu Shonen Magazine publié le 9 septembre 2009 par Kodansha. En France, la publication française est réalisée par Pika Édition dans sa collection Seinen. Le manga, déjà populaire, gagne encore plus en prestige avec l'adaptation en animé par le studio WIT. Cette dernière est actuellement à sa 3e saison et est considérée comme l'une des meilleures adaptations animées des années 2010. Pour ce qui est de l'histoire, eh bien c'est le moment où si vous ne les avez pas lus, allez lire tout ça parce que faire un résumé ici serait inutile. Pour cette vidéo, on va faire une analyse chronologique, ce qui va m'obliger d'une à balayer l'ensemble de l'intrigue jusqu'au dernier scan paru, et 2 à révéler la plupart des éléments. Après c'est vous qui voyez, mais c'est pas possible de faire une vidéo d'analyse sans l'œuvre, donc vous voilà prévenu. Pour ceux que cela intéresse, mais qui ne sont pas totalement à jour, je vais procéder à un découpage par arc, ce qui vous permettra de vous arrêter si besoin est. Mais cela reste délicat, donc vous voilà prévenu en cas de spoil. Plus de 100 ans avant le début de l'histoire, des créatures géantes humanoïdes nommées Titans, ou Kyojin, sont subitement apparues et ont presque anéanti l'humanité. Ces créatures géantes font habituellement entre 3 et 15 mètres de haut, le plus grand connu étant le Titan colossal qui apparaîtra au début du manga, avec ses 60 mètres de haut. Il semblerait que les titans dévorent les humains par instinct et uniquement pour les tuer. En effet, ils ne possèdent pas de système digestif et n'ont pas besoin de se nourrir, puisant leur énergie dans la lumière du soleil. Ils ont la peau dure, des capacités régénératrices, et ne peuvent être tués que par une incision profonde à la base de la nuque. Pour se protéger, l'humanité vit entourée par un système de 3 murs concentriques de 50 mètres de haut, distant les uns des autres d'une centaine de kilomètres. Le mur extérieur est le mur Maria, l'intermédiaire le mur Rose, et le central le mur Sina. Afin de pouvoir se défendre plus facilement et efficacement, ainsi que pour réduire les coûts nécessaires à la défense, des bastions ont été fabriqués. Ils permettent aux membres d'une garnison d'attirer les titans à un même endroit afin de les attaquer à l'aide de canons. Grâce au relief et l'altitude grandissante à l'approche du mur central, de nombreux cours d'eau irriguent la zone dans son intégralité, ce qui permet à l'humanité de ne manquer ni de ressources minérales ni de gaz naturel. La lutte contre les titans est organisée autour d'une armée répartie en 3 branches. Le bataillon d'exploration effectue des expéditions et de reconquête du territoire à l'extérieur des murs, là où se trouvent les titans. Du fait du faible taux de réussite de ces missions, les membres du bataillon d'exploration sont souvent critiqués par le peuple. La garnison s'occupe de la protection des murs et des habitants des villes. Enfin, les brigades spéciales, accessibles uniquement aux 10 premiers des promotions militaires, opèrent sous l'autorité royale dans des conditions de vie prospères. Afin d'accéder aux points faibles des titans, les soldats utilisent des lames et les équipements de manœuvre tridimensionnels, leur permettant de se déplacer rapidement dans un espace en 3 dimensions. Bien qu'elles permettent une grande mobilité à un utilisateur expérimenté, elles entraînent un grand risque de surcharge des muscles et nécessitent donc une condition physique particulière et un sens de l'équilibre maîtrisé. Voilà pour le résumé et le contexte. Le manga d'Isayama fait partie des plus grandes œuvres de la production japonaise des années 2010. Il ne s'agit pas d'une affirmation de fanboy en rut, mais une simple constatation. Que cela soit les ventes, les produits dérivés et l'impact sur la culture populaire, Shingeki no Kyojin, que l'on va rapidement appeler SNK pour plus de facilité, a infusé toute la culture geek jusqu'aux États-Unis. Pour vous dire, on trouve une collaboration Marvel où les Gardiens de la Galaxie et les Avengers se mettent dessus avec les Titans débarqués en plein New York. Et je ne parlerai pas des films parce que cela pourrait très rapidement m'énerver. Si le manga a autant de succès, c'est par la maîtrise narrative d'Isayama, les scènes d'action et d'horreur très graphiques, et une maîtrise parfaite du mystère. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu pour se demander, ça parle de quoi l'attaque des titans? L'histoire tout le monde la connaît, et je ne vais pas vous en faire un résumé ici. Eren Yeager veut venger sa mère, détruire les titans, mais tout est plus compliqué, blablabla. Mais de quoi ça nous parle, l'attaque des titans? Qu'est-ce que ça raconte? En cherchant un peu sur le net, je me suis rendu compte que sur l'internet français, peu de gens avaient proposé une analyse construite de l'attaque des titans. La majorité des vidéos sont des vidéos de théorie, d'analyse de chapitres, de review d'épisodes, mais c'est très rarement une analyse générale de l'œuvre. J'ai l'impression que on n'est pas grand monde à s'être demandé de quoi ça nous parle, l'attaque des titans. Alors bien sûr, il y a quelques vidéos qui surnagent dedans. J'aimerais vous conseiller la vidéo du chef Otaku, mais qui date de quelques années, celle de Nathanalyse and the Morning, qui est vraiment une chaîne de qualité, allez-y, c'est trop bien, et je suis tellement triste que cette chaîne se soit arrêtée, c'était tellement bien. Bah tu vois,
Eux, au moins, ils posent la question de savoir si les titans font caca. Elle rend plus crédible que les zombies. Et celle du Capitaine Prelnus qui analyse les personnages féminins et qui essaie d'en produire une analyse constructive. Mais à part ça, je vous avoue que je n'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. C'est souvent un énoncé de faits, de trucs factuels, de théories pour imaginer ce qui va se passer. Il y a même des mecs qui font des théories sur l'animé, alors que si tu ouvres un manga, bah t'as la solution. Du coup, ça sert un peu à rien, enfin, voilà. Je veux pas être méchant, mais ça sert pas à grand chose. Dans une forêt, des images assez anciennes, avec un titan dessiné au loin, tu vois, comme si on te racontait l'histoire de quelque chose, avec les animaux qui vivent avec les titans. Est-ce que c'était forcément avant? Ça pouvait pas être après, parce qu'il n'y a plus d'animaux, ils se font bouffer. Un genre des globules rouges. You serious? Mais une vraie analyse, du début à la fin, j'en ai pas vu beaucoup. Et alors je passe totalement l'analyse complètement à la masse, à côté de la plaque, que j'ai lu un jour dans les hors-séries des Inrocks consacrés au manga. Alors j'y reviendrai parce que j'ai compris d'où ça venait. Donc on dit que l'Attaque des Titans, c'est un manga nationaliste, militariste, qui symbolise la peur de la jeunesse japonaise devant l'arrivée des migrants chinois. Messieurs les journalistes de presse spécialisée, quand on se dit professionnel, le minimum est d'avoir lu et compris l'œuvre pour en proposer une analyse construite, argumentée et intéressante, même si vous n'aimez pas. Alors, pour ce cas-là, la lecture ne devait pas dépasser à mon avis le tome 5 ou 6. Mais pourquoi pas? Ça peut pas être pire que la critique de Shin Godzilla par Christian Flutzer. I think you're gonna love this one. Donc j'aimerais avec vous, dans cette modeste série de vidéos, essayer de dégager le thème central de l'Attaque des Titans et le pourquoi de son succès. Pourquoi l'Attaque des Titans nous parle? Qu'est-ce que cela nous évoque? Beaucoup de choses ont été déjà dites ou suggérées. On peut effectivement penser à la question de la morale. Peut-on tout sacrifier pour la victoire? Jusqu'où peut aller le sacrifice de l'individu pour le collectif? Question qui revient très souvent avec les personnages du Major Erwin ou d'Armin. Peut aussi aborder la question de la survie, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, etc., etc. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Car je crois qu'il y a un thème plus important, plus central dans l'Attaque des Titans. Selon moi, SNK est avant tout une réflexion et une représentation du concept d'oppression. On peut définir l'oppression comme le fait pour un groupe ou un individu d'être soumis à un pouvoir distinct de lui. Cette oppression va s'incarner à travers un pouvoir tyrannique, une réduction ou une suppression des libertés, l'étouffement culturel et social de toute aspiration, l'assujettissement ou la terreur. L'oppression, ce n'est pas simplement le fait d'être soumis par la force à quelqu'un, elle peut prendre des formes différentes. Certes, la force et la violence physique sont ses formes les plus évidentes, mais elles passent par des formes plus malignes, plus subtiles, comme la discrimination, l'exclusion politique et ou sociale, et surtout l'intériorisation de l'assujettissement. L'oppression est l'exercice d'une domination non volontaire sur un groupe donné. On peut trouver plusieurs terrains d'application de l'oppression. De la soumission d'un pays par un autre, la discrimination et la violence contre un groupe social considéré comme dangereux ou différent, ou même la domination d'un genre sur un autre, se traduisant dans toutes les couches de la société. L'oppression est nécessairement une violence, mais elle peut être à la fois une violence physique, politique, sociale et culturelle. Il ne s'agit pas ici de poser une typologie et une histoire des théories de l'oppression, mais retenez qu'il s'agit d'un phénomène polymorphe avec plusieurs formes et plusieurs espaces d'exercice. Et cela va être le génie d'Isayama. Représenter l'oppression de manière à la fois concrète et abstraite dans ses différents espaces d'application.
その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。Dans le premier arc qui introduit l'univers et l'histoire, nous assistons dès le début à la chute du district de Shiganshina, district adjacent au mur Maria. Si les titans n'ont été qu'évoqués et l'un d'eux entreaperçu au début, le premier vrai titan à apparaître est le titan colossal. Cauchemar de plus de 60 mètres, le corps à vif comme un écorché, il pulvérise la porte du district et disparaît, laissant les titans envahir le district. C'est à ce moment-là que Eren, le héros de l'histoire, assiste impuissant à la mort de sa mère. Il jure alors de détruire les titans et de tout faire pour assurer la libération des hommes de la peur des titans. Déjà, nous pouvons comprendre dès le premier chapitre que les titans sont plus que des êtres horribles et difformes. Ils sont à la manière du zombie ou du vampire une allégorie. Une allégorie, c'est la représentation d'un concept abstrait par une image concrète. Dans les deux premiers arcs, les titans représentent l'oppression de manière abstraite. Observons leur physique. Ils sont de grande taille, allant de 3 mètres à 15 mètres, ils possèdent une force incroyable, un pouvoir de régénération quasi illimité excepté leur point faible à la nuque, et ils ne sont animés que par une pulsion, celle de dévorer des êtres humains. Le caractère aveugle des titans, le fait qu'ils ne soient pas animés par un but, mais par une simple pulsion, permet d'en faire une formidable allégorie. Ici, le titan ne représente pas une oppression, mais représente l'oppression elle-même, le concept, et non pas une de ses manifestations. Il incarne un pouvoir inarrêtable, ce que suggèrent sa taille et sa force, qui soumet un peuple, un groupe, à sa puissance. L'ensemble de la société se construit autour de cette oppression. Que cela soit la répartition sociale, le pouvoir militaire, la présence omniprésente des murs, et surtout, l'impossibilité d'aller au-delà de la limite fixée par le rassurant rempart. Eren le dit dès le premier chapitre. Le mur n'est pas une protection, mais une cage. Si le mur est un symbole évident de restriction et d'oppression, celui-ci doit son existence à la présence des titans. Le mur est une conséquence directe de l'oppression constante que font peser les titans sur l'humanité. L'ensemble du système social, politique et économique est subordonné à leur présence. Restriction de territoire, limitation de ressources, justification d'un pouvoir militaire entretenu par l'ensemble du peuple, l'humanité est dans un état de guerre constant. Ajoutons que si de nombreux citoyens à l'image de Hannes font comme si de rien n'était, ce n'est pas parce que l'on nie quelque chose que cela l'empêche d'exister. Pour Eren, cette situation est insoutenable. Il désire la liberté, celle d'aller au-delà des murs, de ne plus subir l'influence des titans dont la présence est partout. Le plus insupportable est cette interdiction du monde. Les hommes ne peuvent plus connaître leur monde, aller au-delà du mur. Ce qui permet d'amener les premiers éléments d'une réflexion sur le désir de vérité qui va traverser toute l'œuvre. Comme le dit Grisha Yeager, le père de Eren, le désir de connaissance, la curiosité, sont des éléments inhérents à la nature humaine, comme l'est le désir de circuler dans le monde, c'est-à-dire de revendiquer son monde comme sien et se revendiquer comme élément constitutif de celui-ci. On pourrait dire que la revendication première d'Eren, voire du manga en général, est un droit d'être au monde. Par être au monde,
on désignera ici une disposition particulière de la nature humaine, loin du charabia métaphysico-heideggerien. Être au monde est conçu dans le manga comme un droit naturel de tout homme de pouvoir connaître le monde et de l'habiter. Habiter le monde, c'est le parcourir, le découvrir, le vivre. C'est à la fois une expérience libre du monde et une démarche de connaissance. La liberté, thème qui reviendra de nombreuses fois dans le manga, est ici conçue comme l'absence du joug tyrannique des titans, mais aussi et surtout la capacité de circuler. La liberté dans l'attaque des titans est moins métaphysique que concrète. Les murs, s'ils protègent l'humanité, s'érigent surtout comme entrave à cette liberté. Pour revenir à cette notion du droit naturel, celle-ci désigne une norme théorique valable pour tout homme de par sa simple naissance. Ce droit constitue un caractère essentiel de l'homme. Essentiel renvoie à l'idée d'essence, ce qui définit la nature d'une chose. Parler d'un droit naturel, c'est parler d'une norme théorique définissant une nature humaine. C'est ce dont on parle quand on lit le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Là, on parle ici de deux normes, la liberté d'un côté et l'égalité de l'autre, comme faisant partie de l'essence de l'homme. Toute disposition s'opposant à ces deux normes, comme un pouvoir tyrannique, est considérée comme allant contre le droit naturel, donc contre ce qui caractérise l'homme de manière abstraite. Si les murs sont des remparts contre la terreur implacable des titans, ce sont des barreaux derrière lesquels on se cache. On remarque d'ailleurs que la majorité des individus s'accommodent parfaitement de cette restriction de liberté, préférant de loin une sécurité certaine. Au début du manga, le personnage de Hannes, membre de la garnison, dit très bien que l'on n'a pas vu de titans autour des murs depuis des décennies. Pourtant, on sait bien qu'ils sont là. Leur absence physique n'empêche pas leur présence menaçante. On peut ainsi voir la restriction des deux désirs essentiels que sont la vérité et l'être au monde, comme une aliénation de l'humanité. Le terme aliénation désigne l'opération par laquelle l'individu est rendu étranger à lui-même, en étant dépossédé de ses aspirations et droits fondamentaux. L'humanité est aliénée par sa peur des titans. Elle abandonne son droit naturel pour rester cachée derrière les murs, préférant la sécurité. Le choix de société opéré par l'humanité ressemble beaucoup au pacte social hobbesien, les individus acceptant de se soumettre à un État afin qu'ils puissent garantir leur sécurité et leur félicité, à savoir la marche continue de la satisfaction de leurs désirs. Mais retenez qu'à chaque fois que nous aborderons la question du gouvernement, Hobbes ne sera jamais très loin dans SNK. D'ailleurs, notons que ce gouvernement est un régime monarchique possédant les pleins pouvoirs militaires, donc la capacité à assurer la sécurité au sein des murs, ces derniers protégeant l'humanité des menaces extramuros. Sauf que ce choix ne convient pas à certains. La nature humaine n'est pas selon eux la recherche de la sécurité et par extension la préservation de soi, mais être au monde, autrement dit la vérité et la liberté. C'est la vision incarnée par le bataillon d'exploration dont le symbole très reconnaissable sont les ailes de la liberté. Bien que le bataillon d'exploration soit le moteur principal de l'intrigue tout au long du manga, celui-ci reste assez discret au début. Il est vu par Eren, Armin et Mikasa comme un regroupement de héros tentant de libérer l'humanité des titans en essayant de percer les secrets du monde au-delà des murs. Malheureusement, les expéditions étant extrêmement coûteuses, en biens comme en hommes, et ce pour une absence flagrante de résultats, le bataillon est détesté, moqué, voire haï du reste de la population. Ils ne sont bons qu'à nourrir les titans, ce sont une bande de fous incapables bercés d'illusions. Cela n'aurait aucune importance s'ils faisaient avancer les choses. Mais ils sont impuissants face à la menace. En témoigne la première scène où on les voit rentrer de leur première expédition. Comme nous le verrons plus tard, il s'avère que le bataillon soit bien un regroupement d'originaux en marge de la société. Hanfi est obsédé plus que de raison par les titans et leur voue une passion certaine. Lévi est un homme froid, incapable de tisser des liens normalement avec les autres. On y retrouve pêle-mêle des gens avec des tocs et d'autres atteints d'alcoolisme. Bref, le bataillon d'exploration, qui regroupe des individus épris de liberté, préférant sacrifier leur vie que de rester dans le confort et la liberté, sont donc vus comme des marginaux. Ils sont marginalisés car incarnant un courant anticonformiste
qui revendiquent et hurlent les droits naturels de l'humanité. Or, par leur existence, ils rappellent inconsciemment à tous leur aliénation et leur renoncement, d'où la haine qu'ils suscitent. Mais nous aurons l'occasion de reparler du bataillon d'exploration plus tard. Quand le titan colossal apparaît pour la première fois et frappe, cela semble totalement arbitraire et sans raison. L'oppression se manifeste dans toute sa violence, dans une destruction gratuite et inéluctable. Si personne n'avait vu de titans aux abords du district, ils étaient toujours là. Leur violence s'exprime non pas de manière indirecte, mais dans un massacre absurde. Absurde car, rappelons-le, les titans, s'ils dévorent les humains, n'ont pas de système digestif. Manger les humains n'est ni vital ni nécessaire pour les titans. Mais c'est pourtant ce qui les caractérise, comme si Isayama voulait signifier le caractère absurde de cette violence qui pourtant balaye tout sur son passage et broie au sens littéral les individus et leurs aspirations. Si l'assaut des titans contre Shinganshina rappelle beaucoup les films de zombies et les Keiju Eiga chers aux japonais, on ne peut s'empêcher de penser à une rafle, les titans quadrillant méthodiquement les rues à la recherche de victimes. Et c'est dans une scène d'apocalypse que se jouera le drame originel d'Eren, propre au genre shonen seinen, la mort du parent. Ici, Carla Yeager se fait dévorer par un titan sous les yeux de son fils. Si l'anime met l'emphase sur le drame dotant la scène d'une forme de lyrisme macabre, le manga se révèle beaucoup plus cru et froid. C'est durant cette scène que dans l'anime se joue donc pour la première fois le morceau Vogel im Kafig, l'une des pistes phares du manga. Traduit de l'allemand, cela donne l'oiseau en cage. En plus d'être une magnifique métaphore du désir de liberté contrarié, les paroles font directement écho à cette idée d'oppression que l'homme doit combattre au nom de son droit naturel. Le ton est désespéré, triste, tragique, mais résonne comme une nécessité fatale. Pour conclure sur l'introduction du manga, on comprend très vite que l'humanité est impuissante, totalement soumise au pouvoir des titans. Si les hommes sont impuissants face aux créatures, on comprend aussi qu'ils sont pour la plupart résignés à leur sort. Il vaut mieux vivre l'échine courbée dans le peu qu'il reste et vivre. Mourir pour une liberté idéalisée, non merci. Et afin d'assurer la survie de l'humanité face à une éventuelle pénurie de nourriture, le gouvernement n'hésitera pas à lancer les réfugiés inutiles dans une opération de reconquête catastrophique. Mais Eren et Armin, faut le reconnaître parce que Mikasa c'est essentiellement une suiveuse, elle prend rarement une initiative, sauf à un moment où on croit qu'on va avoir un développement, mais bon, c'est pas joué. Eren et Armin ne veulent pas renoncer à leurs rêves, à la revendication de leurs droits. Mais une nouvelle passion va s'ajouter chez Eren. Il n'a plus un désir pur de liberté et d'émancipation, comme on pouvait le voir au début du premier chapitre ou du premier épisode. Maintenant, l'un de ses principaux moteurs d'action sera une haine violente. L'arc de la bataille de Trost propose une ellipse de 5 ans par rapport à l'introduction. Eren et ses amis, Mikasa et Armin, ont intégré la 104e brigade d'entraînement et vont bientôt devoir choisir leur affectation. Alors qu'ils sont affectés à la surveillance du mur rose, au district de Trost, le titan colossal réapparaît et détruit une nouvelle fois le mur. Une nouvelle vague de titans s'abat sur l'humanité. Les jeunes recrues persuadés de vaincre se lancent au combat. Suivant les codes du shonen, on a le droit à un grand moment d'exaltation générale, à un grand coup de discours héroïque, de fraternité et d'entraide. Tous unis contre les titans, ils ne peuvent pas perdre. Ils ont de leur côté la liberté, le bien, la justice, ils sont les combattants de l'humanité défendant leur fierté et leur droit.
C'est un véritable massacre sans espoir. Alors que le shonen classique propose souvent une ode à la camaraderie et au courage, la première bataille de Trost nous démontre qu'Isayama aime jouer avec les codes pour mieux les tordre. Les titans vont massacrer les recrues et les soldats sans s'arrêter, sans aucun espoir, sans qu'il y ait une contre-attaque possible. On retrouve encore une fois tous les éléments cités plus tôt avec une nuance. Les rêves, les espoirs, la volonté, ce n'est pas suffisant. Isayama piétine allègrement les gimmicks habituels de shonen, comme on peut retrouver dans Naruto, Bleach et autres productions mainstream. Eren semble incarner le héros type de ce genre de récit. Là où ses attributs doivent permettre au héros de triompher, la réalité avec Isayama va être tout autre. La véritable oppression n'a que faire de tout cela. Il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Les rêveurs, les idéalistes se retrouveront fort déçus face à la dureté et la cruauté du réel. Isayama met en scène un massacre sans pitié où les jeunes soldats, prêts à se battre avec passion, sont dévorés de manière atroce. La représentation du désespoir va jusqu'à montrer une recrue se suicider, cédant à la terreur des titans. L'œuvre prend pour la première fois une tournure extrêmement violente, tout en décrivant un combat sans gloire ni espoir. On retrouve encore une fois l'imagerie de la rafle. Si cela se voit moins dans l'anime, qui a eu le temps de travailler les décors pour leur donner un aspect plus vivant, la ville dessinée par Isayama rappelle un alignement de baraques que les titans arpentent méthodiquement. On ajoutera que les mises à mort par les titans ne sont jamais glorieuses. Isayama privilégie une mise en scène crue et sans concession, où tout transpire le désespoir. Les images transcrivent toujours la tristesse, l'horreur et la douleur. Même ceux qui sont prêts à mourir cèdent au dernier moment. Ça hurle, ça pleure, ça souffre. C'est ici que, sans véritable fondement, le manga était comparé au Trône de Fer. Or, aucun personnage véritablement marquant ne meurt durant les premiers arcs. Et rien à faire si je vous ai spoilé, parce que de toute façon, vous êtes censé l'avoir lu. Donc, je disais, aucun personnage véritablement marquant ne meurt, à part Marco. Si la mort de Marco Bolt restera un fil rouge durant une partie de l'histoire, on sait juste à la fin de l'arc que celui-ci s'est fait partiellement dévorer par un titan alors qu'il était isolé. C'est Jean qui retrouve son cadavre isolé dans une rue. Si la mort de Marco est marquante, c'est parce qu'il semble faire partie du pool de personnages secondaires importants, comme Sacha, Connie, Rainer, Berthold, Annie, Jean, Historia, Ymir. La gueule de tes personnages secondaires. On va pas y spoiler, ça se fait pas. J'appelle pas ça des personnages secondaires du tout. Donc on revient à Marco. Il est assez présent au début, apparaît comme un idéaliste, un camarade attentif aux autres, rassurant quand il le faut, conscient de ses faiblesses, mais n'hésitant pas à souligner la force des autres. Il a plusieurs scènes assez touchantes avec Jean et les autres, et sa mort est là pour rappeler que la lutte n'épargne personne. Il a ainsi droit à une mort hors champ, dans l'indifférence générale, symbole d'une jeunesse fauchée par une violence absurde et arbitraire. À moins que... Le meilleur exemple de ce jeu que va opérer Isayama sur les codes est le fameux rebondissement du chapitre 4, fin du tome 1, ou pour l'anime l'épisode 5. On y voit Eren se faire dévorer en sauvant Armin. Il disparaît, l'auteur le faisant passer pour mort jusqu'à sa réapparition sous la forme d'un titan. Ce qui permet à Eren de survivre, ce n'est pas son idéalisme, ni ses rêves, mais sa haine pour les titans. Il fait sienne cette violence oppressive pour la retourner contre elle. À la violence, il faut répondre à la violence. Alors qu'on le voit pour la première fois sous la forme de titan, ni le lecteur ni le spectateur ne sait qu'il s'agit d'Eren, il se déchaîne dans une explosion de violence à la limite de l'absurde. Il piétine, déchiquette, mutile, broie sans pitié dans une forme de jouissance libératrice. La scène de la première transformation est en cela très évocatrice. Il renaît en titan et jaillit du titan qu'il a dévoré. La violence oppressive donne vie à une violence bien plus terrible et redoutable. On serait tenté de dire ce qui peut paraître un cliché, la violence engendre la violence. Ce serait cliché si Isayama ne lui donnait pas une tournure aussi dramatique et aussi sérieuse. La violence de l'oppression fait émerger une nouvelle violence. Le combat pour la liberté n'est ni vertueux ni pacifiste. Il ne peut se faire qu'à travers une violence égale ou supérieure, quitte à détruire les individus de l'intérieur, ceux-là même qui luttent contre l'oppression. Poussés dans leur retranchement, la violence apparaît en premier lieu comme une libération jouissive pour l'opprimé.
l'expression cathartique de la frustration engendrée par l'oppression. Mais très vite, on comprend que ces débordements n'amènent qu'à un exutoire. La violence qui doit répondre à l'oppression doit être une violence maîtrisée et rationalisée. Il est intéressant de retrouver dans une certaine mesure un écho de la thématique d'Isayama dans la réflexion que nous proposera le philosophe Frantz Fanon, psychiatre antillais et militant de l'indépendance algérienne au sein du FLN. Il est connu comme l'un des principaux penseurs de la pensée de la décolonisation. Il est surtout connu pour Peau noire et masque blanc, un essai brillant du point de vue psychiatrique sur les marques laissées par le colonialisme dans les structures mentales du colon et du colonisé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la réflexion du rôle de la violence dans les luttes d'émancipation des peuples colonisés dans les damnés de la terre. Bien que l'on soit devant un cas en apparence différent, on peut quand même retenir cette phrase. Le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Remplacer le colonialisme par les titans, et on est assez proche de ce qui nous est décrit. Fanon possède, pour le lecteur de notre époque, un caractère dérangeant, voire désagréable, par la violence du ton, l'écriture sans concession, son appel à la lutte armée contre la domination coloniale, et à ce propos, on va retrouver un certain nombre d'éléments assez intrigants en lien avec cette problématique de la colonisation. Simplement pour dire que je ne sors pas Fanon de la bibliothèque pour un simple plaisir, déjà il y a une grande résonance entre ce que nous dit l'auteur et ce que nous propose Isayama, ce qui ne veut pas dire que Isayama a lu Fanon, je dis juste que Isayama, dans son œuvre, montre une certaine résonance, un certain écho, avec l'œuvre d'un autre auteur. Cet écho se fait à partir de la violence comme moyen nécessaire de l'émancipation. Pour revenir aux damnés de la terre, Frantz Fanon voit dans l'exercice de la violence une praxis nécessaire de l'opprimé pour se libérer du joug de l'oppresseur. Elle est à la fois fédératrice, créative et libératrice dans le contexte d'une lutte pour l'émancipation et la libération. Fédératrice, car chaque membre du peuple participe à cette violence, tissant des liens indéfectibles et créant un grand corps violent qui répond à la violence première de l'oppresseur. Créative, car elle permet à travers une praxis collective de prolonger la lutte politique aux luttes sociales pour la construction d'une destinée commune d'un peuple. Une lutte contre l'oppresseur se transforme, après l'émancipation, en une lutte contre la misère, l'analphabétisme et le sous-développement. Et enfin, la violence est libératrice. Frantz Fanon nous dit ainsi « La violence désintoxique. Elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité, de ses attitudes contemplatives et désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. » Or, c'est bien ce mécanisme que met en scène SNK. La violence libératrice qu'Irène déchaîne rend espoir à l'humanité. Elle a les moyens de contre-attaquer, de se défendre, de revendiquer ses droits naturels. L'humanité se réhabilite à ses propres yeux et quitte cette situation de sidération dans laquelle elle était plongée. Dans la première partie de l'attaque de Trost, les soldats sont paralysés par la peur, le désespoir et leur incapacité à répondre. Lorsqu'ils vont mettre en place la contre-attaque, les humains sont galvanisés par le pouvoir des reines. Les soldats se retrouvent désintoxiqués de cette attitude catatonique, se lançant avec fierté contre l'adversaire. La violence de l'opprimé devient la condition du salut. C'est ainsi qu'Eren va pouvoir exploiter son nouveau pouvoir pour servir la contre-attaque de l'humanité. Si les militaires ont avant tout une réaction de panique, ce qui est compréhensible, le général Pixiv va très vite se servir de cette opportunité. C'est ainsi que se met en place la contre-attaque de Trost avec un Eren qui doit faire sien son pouvoir. On remarquera qu'il traversera deux phases. Une première, où il perdra le contrôle et manquera de tuer Mikasa. Cette phase peut être vue comme l'ivresse de sa violence, qui peut à présent pleinement exprimer. Puis, il rentrera dans un état de catatonie, où il se reverra dans la cuisine familiale avec ses deux parents. Retour à l'enfance et à l'innocence, cette phase incarne la résistance d'Eren à faire sienne son pouvoir et sa violence, sa volonté de conserver son innocence. Il représente ainsi celui qui ne veut pas agir ou du moins hésite, par peur de quitter le calme et la sérénité de son confort. Il est réveillé par Armin qui lui rappelle la réalité. Ce confort et cette sécurité ne sont qu'une illusion apaisante, un fantasme pour ne pas agir. Cette scène qu'il revit n'existe déjà plus. Il doit participer à la lutte. Ainsi, Eren revient en pleine possession de ses moyens, faisant sienne la puissance de son titan. Portant un énorme rocher,
et là je pense que la symbolique elle est claire, qui représente le poids de sa responsabilité et des conséquences de son choix. Il encourage ses compagnons à se battre eux aussi, à redresser la tête, du style y mourir. Et Isayama ouvre l'une des pistes les plus intéressantes de réflexion pour le manga. Mais nous y reviendrons plus tard. Il faut noter aussi que si Eren survit, c'est certes parce qu'il ressent une haine viscérale pour les titans et qu'il ne veut survivre que pour les éradiquer, mais c'est surtout parce qu'il va pouvoir se métamorphoser en titan. Plus qu'un Deus Ex Machina narratif, cela implique une idée importante. S'il survit, ce n'est que sur un coup du sort, un hasard, voire un déterminisme antérieur. Il ne survit pas par lui-même, et surtout, pour combattre les titans, il doit en devenir un, ce qu'il assumera jusqu'au bout lors de la riposte en aidant à reboucher le mur rose. Et cela n'empêchera pourtant ni ses camarades de périr sans héroïsme, dévorés par les titans, ni le district de Trost d'être totalement ravagé. Mais il montre que la réponse à l'oppression est possible, et que celle-ci ne se fera qu'à travers une violence et une force équivalentes. Ce qui témoigne d'une vision pessimiste qu'adoptera le manga tout au long. On remarquera que la victoire de Trost donnera le ton à toutes les réussites qui viendront ponctuer l'œuvre. Presque aucune ne peut se concevoir comme totalement positive, le prix et les conséquences morales et humaines étant toujours un nouveau fardeau à porter. Si les titans restaient une puissance abstraite sans visage, tout cela va bientôt radicalement changer dès l'arc suivant. Que faire lorsque l'oppression n'est plus un être monstrueux ou une force abstraite et tyrannique? Que faire lorsque l'oppression prend un visage humain, voire un visage familier?